Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Les Illuminati, de la société secrète aux théories du complot, de Pierre-Yves Beaurepaire, lu par Renaud Bertin Cordoliani. Introduction. Le 20 juillet 1785, à 5 heures de l'après-midi, un violent orage surprend 2 cavaliers près de la ville allemande de Ratisbonne. Ils rebroussent chemin et atteignent le presbytère protestant de Saint-Lazare, mais il est trop tard pour se mettre à l'abri. La foudre se rapproche et frappe mortellement un ecclésiastique, le père Johann Jakob Lanz, 1735-1785. Son compagnon, Johann Adam Weishaupt, 1748-1830, échappe de peu à la mort. Le corps du malheureux Lanz est porté à l'intérieur de la chapelle Saint-Michel, où 3 heures après le décès, le curé Frobenius se rend auprès du défunt. Le procès-verbal qu'il fait dresser soigneusement a été conservé. Dans la matinée du 21 juillet, Frobenius se fait apporter les vêtements de Lanz et les renvoie à sa communauté. Mais, à cette occasion, il découvre un stylet et une note dont le procès-verbal donne la transcription. Elle révèle que le père Lanz partait en mission d'information pour un ordre secret, les Illuminaten. Johann Jakob Lanz répond au nom secret de Socrate. Son compagnon de cavalcade n'est autre que le chef et fondateur de l'organisation lui-même, Adam Weishaupt, alias Spartacus. Créée le 1er mai 1776, elle aura vécu moins d'une décennie, car en quelques mois, tout l'édifice patiemment construit s'effondre. Les autorités bavaroises mettent en effet à profit la mort de Lanz pour révéler au public l'existence de l'ordre, l'interdire, arrêter certains de ses membres et saisir leurs archives. Recherché, Spartacus doit fuir et se cacher. Mais ce n'est que le début d'une étonnante odyssée aux origines du complotisme, car 12 ans après le drame qui coûte la vie au père Lanz, 2 livres publiés en 1797 connaissent un retentissement remarquable. Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Augustin Baruel, un ancien jésuite français, dénoncent la responsabilité des Illuminés de Bavière dans le chaos et les guerres révolutionnaires qui se sont abattues sur l'Europe et l'ont contraint à titre personnel à s'exiler à Londres, tandis que Proofs of a Conspiracy de John Robison, un scientifique écossais professeur à l'université d'Édimbourg, forge véritablement le nom Illuminati, sous lequel les disciples de Weishaupt sont depuis lors désignés en langue anglaise. À noter que dès le milieu des années 1780, on trouve des mentions de l'adjectif Illuminati, comme dans une copie d'une dépêche de l'envoyé français à Munich, Louis-Antoine Chalgrin, 1741-1809, datée de Munich le 1er mars 1784. Frères illuminés, Illuminati, c'est le mot. En quelques semaines, l'onde de choc de leur révélation traverse l'Atlantique et ébranle les États-Unis. À Yale, c'est l'émoi lorsque le président de l'université, Timothy Dwight, prend la parole pour un long discours sur le devoir des Américains dans la crise actuelle. Il brosse un tableau apocalyptique d'une Europe ensanglantée par la guerre et ravagée par les Jacobins français, avant de mettre en garde contre les Illuminati qui s'attaquent désormais à la liberté de l'Amérique, à ses mœurs et à ses vertus morales. S'appuyant sur les preuves de John Robison, il se demande si les couplets sanglants de la Marseillaise remplaceront bientôt les psaumes dans les églises de Nouvelle-Angleterre, et poursuit « Allons-nous, mes frères, devenir les complices de ces péchés ? Allons-nous les faire entrer dans notre gouvernement, dans nos écoles, dans nos familles ?
Allons-nous laisser nos fils devenir des disciples de Voltaire et des dragons de Marat? Laisserons-nous nos filles devenir les concubines des Illuminati? Le complot des Illuminati s'invite pour la première fois dans une campagne électorale américaine, puisque le candidat du camp démocrate-républicain, Thomas Jefferson, l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, est dénoncé comme celui par qui les Illuminati s'apprêtent à conquérir la présidence. 2 siècles et demi plus tard, l'ombre des Illuminati est toujours menaçante sur le Capitole et sur la Maison-Blanche. Car aujourd'hui, les Illuminati sont partout. Une simple recherche sur Google indique plus de 150 millions d'occurrences. Comment est-on passé de l'histoire de l'ordre des Illuminaten au mythe des Illuminati et à son versant francophone, la conspiration des Illuminés de Bavière? C'est ce que ce livre se propose d'étudier, car, étonnamment, si le nom et les symboles nous sont familiers, la réalité l'est beaucoup moins. En France, le seul travail de référence, une thèse en études germaniques soutenue en 1914 par René Le Forestier, a plus d'1 siècle. Son auteur n'a pu bénéficier des découvertes récentes des chercheurs dans les archives, et ses méthodes ont beaucoup vieilli. Réimprimé en 2001 en français, il vient d'être publié pour la première fois aux États-Unis avec un sous-titre révélateur. The Bavarian Illuminati, The Rise and Fall of the World's Most Secret Society. Les Illuminés de Bavière, l'ascension et la chute de la plus célèbre société secrète du monde. Les chercheurs allemands font de leur côté un travail précieux de constitution de listes et d'analyse documentaire, mais ils travaillent surtout sur le fonctionnement intérieur de l'ordre à la fin du XVIIIe siècle, prennent rarement en compte la part du mythe, et il ne faut pas sous-estimer la barrière de la langue. Outre-Atlantique, les Illuminati sont surtout pris en compte dans la genèse de la culture conspirationniste américaine. La référence historique sur laquelle les chercheurs s'appuient est significativement une thèse aussi ancienne que celle de René Le Forestier, New England and the Bavarian Illuminati, publiée par Vernon Stauffer aux presses de l'Université Columbia en 1918. En France, les Illuminés sont présents dans les travaux qui se concentrent sur les origines du complotisme, mais leur histoire est rapidement évacuée au profit de son instrumentalisation par les théories conspirationnistes contemporaines. À l'heure où le complotisme a envahi non seulement Internet, mais aussi les cours d'école et des collèges, où l'identification de la pyramide surmontée de l'œil de la Providence à un symbole Illuminati est immédiate, l'enquête Complotisme 2019, réalisée par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, indique que 27% des sondés sont d'accord avec la proposition selon laquelle les Illuminati sont une société secrète qui cherche à manipuler la population. Faire la part de l'histoire des Illuminaten et du mythe des Illuminati, mais aussi les saisir ensemble, s'impose donc, et ce d'autant plus que les sources le permettent. En effet, rarement un ordre secret aura produit autant d'archives que les Illuminaten à chacune des étapes du recrutement de ses membres et de leur évaluation par leurs pairs et leurs supérieurs. Beaucoup de ces documents sont accessibles aux chercheurs, soit qu'ils aient été publiés par les autorités bavaroises après l'interdiction de l'ordre en 1785 pour confondre ses dirigeants et révéler au public le danger auquel il a échappé, soit qu'ils aient été redécouverts par les chercheurs au début des années 2000. À l'instar des archives des loges maçonniques volées par les nazis, transférées par eux en Prusse orientale avant que l'armée rouge les y découvre, s'en empare et les transfère en Union soviétique, des documents particulièrement précieux pour comprendre l'histoire des Illuminaten et surtout son devenir après la mise hors la loi et la poursuite clandestine de son activité par les plus résolus, sont en effet revenus de Moscou et sont aujourd'hui accessibles aux chercheurs européens. C'est le cas notamment de la caisse contenant les papiers de Johann Joachim Christoph Bode,
qui reprend le flambeau de l'ordre après 1785, lorsque son fondateur, Spartacus, est contraint de se cacher puis s'exile à Gotha. Ces centaines de folios sont très précieux pour comprendre à la fois l'effet de sidération produit sur les membres par la révélation au public de l'existence d'un ordre secret accusé de rébellion et de crimes multiples, mais aussi pour étudier sa résilience et sa capacité à se redéployer, y compris hors de l'espace germanique. Par ailleurs, étudier les Illuminati après la fin des Illuminaten, comme le fait ce livre, et les prendre en compte depuis l'origine de l'ordre jusqu'au XXIe siècle, permet d'ouvrir largement le champ des archives et de la documentation à découvrir. En travaillant sur la fabrique du complot des Illuminati par l'abbé Baruel et John Robison, comme sur la réception de leurs dénonciations dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique, il nous a été possible d'exploiter de nombreux documents conservés aussi bien dans les archives des Jésuites à Vanves qu'à l'université de Yale. C'est donc une enquête à nouveau frais que propose ce livre, en invitant le lecteur à nous suivre au plus près de l'ouverture et de l'instruction de chacun des dossiers. Pourquoi une enquête ? Parce qu'avant même de se demander pourquoi les Illuminati sont aux origines du complotisme, il faut résoudre une première énigme propre aux Illuminaten historiques en remontant le fil de leur histoire. Comment cet ordre, né laborieusement de l'imagination d'Adam Weishaupt, dans un environnement déjà fortement encombré de sociétés initiatiques et secrètes, réussit à prendre son envol au début des années 1780, avant de s'effondrer brutalement 5 ans plus tard, alors qu'il semblait en plein essor. Comment ses membres réagissent au choc de la dénonciation publique. À la bascule du siècle, les Illuminés de Bavière et les Illuminati prennent le relais des Illuminaten historiques pour précipiter le monde ancien dans le chaos révolutionnaire, dans le récit que présentent les thèses conspirationnistes. C'est la deuxième énigme qu'il nous faudra tenter de résoudre. En effet, comment, d'un procès-verbal de décès accidentel, puis de la publication très politique des archives de l'ordre confisquées lors de descentes policières décidées par les autorités bavaroises en 1785-1787, passe-t-on, une décennie plus tard, à la lame de fond d'un récit conspirationniste qui balaie l'Europe et l'Atlantique pour transformer profondément les représentations du monde et du pouvoir. Les Illuminati inaugurent l'âge des sociétés secrètes, dont ils apparaissent comme la matrice. L'universelle conspiration tire les ficelles de l'histoire du monde, broie les empires et secoue les continents au fil d'une trame connue d'elle seule. Au cours du XIXe siècle, les Illuminati se métamorphosent en une franchise virtuelle et symbolique que convoitent tous les auteurs conspirationnistes, qu'ils soient pamphlétaires politiques ou romanciers. Le nom qu'ils ne se sont jamais donné mais que leurs détracteurs leur ont collé à la peau, fascine autant qu'il effraie. Il agrège toutes les peurs, mais aussi tous les fantasmes. La statue de la liberté, unissant les deux rives de l'Atlantique et éclairant le monde, serait en réalité leur cheval de Troie. Mais le plus étonnant est sans doute la capacité du mythe Illuminati à s'adapter aux changements politiques du XXe siècle et à aborder le XXIe plus fringant que jamais, avec une saisissante capacité d'attrape-tout et de déploiement tous azimuts. De la vidéo complotiste artisanale diffusée sur Internet et les réseaux sociaux, aux jeux vidéo les plus coûteux, des romans d'Umberto Eco au rap, de Benjamin Gates à House of Cards, pour mener à bien cette enquête, il faut donc plonger à la fois dans les archives des Illuminaten, de leurs ennemis, et pénétrer dans la fabrique du mythe, pour comprendre comment elle produit un récit alternatif, bien loin des projets de Spartacus, mais qui a fini par les recouvrir complètement. Faire l'histoire des Illuminati, c'est aussi faire l'histoire de nos peurs d'hier et d'aujourd'hui. Chapitre 1er. Spartacus à Éleusis. Une école pour l'humanité. Je sous-signé m'engage sur mon honneur et ma réputation d'honnête homme
et en m'interdisant toute restriction mentale, à ne jamais faire connaître à qui que ce soit, fût-ce mon ami le plus intime ou l'un de mes parents, et de quelque façon que ce soit, paroles, signes, regards, etc., la moindre chose de ce qui m'a été confié par, nom du recruteur, à l'occasion de mon admission dans une société secrète, que cette admission ait lieu ou non. Je prends cet engagement d'autant plus volontiers que celui qui me reçoit me donne l'assurance que cette société ne vise à rien qui soit contraire au bien de l'État, à la religion et aux mœurs. Ainsi s'engage tout candidat à une admission parmi les Illuminaten, cet ordre créé en 1776 par Adam Weishaupt. Une déclaration de confidentialité réverse à l'égard de tout ce qui concernerait de près ou de loin l'ordre, sans que le nom de ce dernier soit jamais indiqué. La déclaration doit être remise par le candidat à celui qui l'a approché pour attendre la réponse de l'ordre. L'ordre est organisé en classes et en grades, qui correspondent aux étapes de la formation. La première classe met l'accent sur la formation des nouveaux initiés, avec les grades de novice, minerval et illuminatus minor. Une fois admis dans l'ordre, le novice découvre le grand nombre d'obligations auxquelles il doit se soumettre. Il ne connaît pas à ce stade les buts de l'ordre, qui ne lui seront révélés que par degrés au fil de son cheminement, et doit donc clairement faire preuve d'obéissance. Il s'engage au silence et au secret. En effet, l'ordre ne doit pas être dénoncé, contrarié dans ses entreprises, infiltré. Un cloisonnement s'impose, et le novice ne doit pas révéler les noms et qualités de celui qui l'a recruté, ni livrer à d'autres frères des informations sur la date de son recrutement et la durée de son engagement, ni par la suite les dates de ses passages à des grades supérieurs. L'ordre attend en retour de ses novices une totale transparence. Le préfet doit veiller par-dessus tout à se faire adresser de mois en mois les comptes rendus les plus précis sur l'assiduité, le comportement et les progrès des novices et des minervaux. Aucune classe n'a plus besoin d'être surveillée que la première. On notera que cette transparence vaut pour tout l'ordre jusqu'à l'aréopage, à la direction secrète de l'ordre. Car à chaque élévation de grade correspond à la fois l'attribution de fonctions nouvelles de direction, d'accompagnement et d'inspection des grades inférieurs, et de synthèse d'activités de leurs assemblées à destination du niveau supérieur. Les missions d'inspection permettent de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'édifice et de trancher les différends. Dans la vaste et intense production écrite demandée aux membres tout au long de leur vie et de leur cheminement dans l'ordre, ce qui n'est pas la moindre des contradictions pour une société secrète, ces tableaux occupent une place originale aux côtés de l'autobiographie que chacun doit rédiger, comme des rapports d'activité, de prospection et d'inspection, et des comptes rendus d'assemblée. En attendant, au seuil de l'ordre, le supérieur doit tout connaître de sa recrue, qui doit répondre à de très nombreuses questions relatives à ses origines familiales, à ses idées, sa vie sociale, sous la forme de tableaux destinés aux archives de l'ordre. Le détail des questions mérite d'être connu pour bien comprendre la portée de l'engagement demandé aux novices. La première section des tableaux s'organise en 7 rubriques. La première, sans surprise, concerne les noms, âge, lieu de naissance, adresse et qualité. La deuxième entre plus dans le détail de la vie sociale et culturelle de l'individu. Il doit y déclarer ses amis, relations, les titres des livres qu'il détient et le nom de ses correspondants. La troisième le conduit à récapituler la liste des documents de l'ordre qu'il a en sa possession. La quatrième le sonde sur l'état de ses biens et finances. La cinquième sur ses lectures favorites. La sixième permet au recruteur de cerner son sujet et ses interactions sociales. Quels sont vos ennemis et pourquoi? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Elle est complétée par la dernière rubrique de cette première section. Quels sont vos protecteurs?
Les questions sont précises tout en brassant large. Leur succession peut paraître illogique. Pourquoi les questions 2, 6 et 7 ne sont-elles pas rassemblées? En fait, il s'agit clairement de pousser le novice à revenir sur des sujets qui ont déjà fait l'objet d'interrogations de la part du recruteur et des supérieurs, peut-être pour pointer des contradictions dans les réponses, mais certainement pour le pousser à se livrer le plus possible. La deuxième section procède de même. Centrée sur la famille du novice, elle permet aussi de mieux le connaître personnellement. Elle s'organise en 10 rubriques. La première, miroir de son équivalent dans la première section, conduit le novice à rappeler les noms et qualités de ses pères et mères. Dans un deuxième temps, il indique leurs ascendants, leur adresse et leur âge. La troisième rubrique l'amène à préciser le nombre de ses frères et sœurs, et la quatrième leur situation. La cinquième rubrique permet d'embrasser l'état des finances et du patrimoine de toute la famille, quand la sixième revient sur l'éducation du père et de la mère. La septième cherche à embrosser un tableau psychologique. Quelles sont leurs passions dominantes, leurs forces et leurs faiblesses? Comme dans la première section, l'interrogation par plume interposée se poursuit autour des relations sociales des parents du novice. Il doit indiquer à la 8e rubrique quels sont leurs proches et alliés, dresser à la suivante la liste de leurs protecteurs, relations et amis intimes, avant de terminer le tableau par l'énumération de leurs ennemis. Mais le novice ne doit pas penser qu'il en a fini avec les enquêtes et les exercices de dévoilement de soi. Chaque mois, il doit en effet, comme tout membre de l'ordre, rédiger un compte-rendu d'activité, le quibus licet, littéralement acquis de droit, où il doit se montrer transparent quant à ses relations avec son supérieur et évoquer toutes ses interactions sociales pendant la période. Il revient au supérieur, sous un nom d'ordre utilisé à cet effet pour conserver l'anonymat, de répondre au quibus licet sous la forme de reprochen, terme qui ne doit pas tromper. Il s'agit véritablement d'une réponse, reproche, à un exercice d'introspection et de maîtrise de soi qui doit permettre au novice de savoir s'il est sur la bonne voie. La dimension pédagogique est prééminente. Le novice doit également consigner l'ensemble des transmissions qu'il a pu avoir avec l'ordre pendant la période, ses réflexions sur son développement, ainsi que les noms et qualités des recrues que lui-même a approchés. C'est un fait exceptionnel. Chez les Illuminaten, les novices sont en effet autorisés et même poussés à recruter à leur tour sans délai. C'est une prise de risque certaine, car ils connaissent l'ordre de fraîche date, n'ont qu'une vision très floue de son projet et peuvent être retournés plus facilement que des membres plus aguerris. Mais la volonté d'accroître rapidement les effectifs l'a manifestement emporté sur des considérations de prudence. Les statuts réformés de l'ordre précisent « C'est ainsi qu'un homme travailleur peut, dès l'époque du noviciat, se créer un petit royaume et devenir grand et puissant dans son humble sphère. » Si un novice hésite ou flanche, le fait d'avoir à son tour recruté de nouveaux adeptes l'enserre dans un tissu social, au sens propre, dans un entrelacement de relations dont les acteurs se sont promis encouragement et assistance mutuelle, et sans doute, il tiendra. Parvenu à la fin du noviciat, le nouveau membre n'en a pas fini avec l'introspection. Il doit en effet rédiger un pensum, où il réfléchit soit sur le nom d'ordre qu'on lui a attribué et sur la voie qui lui est ainsi tracée, soit sur un thème philosophique. En voici quelques exemples. Est-il ou non utile d'entrer dans une association privée? Quels avantages ont les sociétés secrètes sur les gouvernements civils? De quelle façon pourrait-on disposer quelqu'un à entrer dans notre ordre? À chacun des grades correspondent des enseignements spécifiques et une liste de lectures proposées. Fiesco de Schiller, Nathan le Sage et Emilia Galotti de Lessing, Egmont de Goethe, Agathon de Wieland pour les novices, ainsi que des extraits de Mably et Morelli. Les Minervaux ont à leur programme Sénèque, Épictète,
Plutarque et Salluste, tandis que l'Illuminatus s'ouvre aux lumières matérialistes avec Holbach et Helvétius. On pourra sans doute y voir un mélange assez hétéroclite de références de la culture classique et de lectures d'auteurs qui font l'actualité des Lumières allemandes et européennes. Mais l'essentiel tient plus au cheminement. Il faut éclairer par étapes les membres de l'ordre pour permettre aux plus avancés de rompre définitivement les amarres, non seulement avec les dogmes religieux, mais avec toute forme de conservatisme. En effet, il ne s'agit pas de les laisser dériver seuls vers une conception des Lumières jugée trop timide, que Jonathan Irving Israel qualifie de mainstream et qu'en référence à la Révolution française on qualifierait de modérantiste, mais bien plutôt de les amener collectivement, par étapes, à rejoindre une conception radicale des Lumières, affranchie du dogme religieux, engagée dans une authentique refondation de l'homme et de la cité, et donc véritablement en rupture avec le consensus social, politique et religieux. Les membres seront ainsi unis par un corpus de références à des initiations antiques, donc antérieures au christianisme, qu'ils revisiteront pour participer par tâtonnement d'abord, puis plus consciemment, aux grandes œuvres, le bonheur de l'humanité par le progrès et par la libération. Le but d'Adam Weishaupt avec l'ordre des Illuminaten est bien celui-là, fonder une école de l'humanité. C'est le nom qu'il donne à son premier projet, dont il serait le mentor. Illuminer les esprits éduqués. Ancien élève des Jésuites, Adam Weishaupt, 1748-1830, a étudié l'histoire, le droit, la philosophie et les sciences politiques à l'université d'Ingolstadt en Bavière dès l'âge de 15 ans. Orphelin de père à 5 ans, il a été très marqué dans sa jeunesse par son parrain, Johann Adam Baron von Eichstätt, 1702-1776, professeur et recteur de l'université, qui lui a donné accès à sa vaste bibliothèque personnelle, ainsi qu'à de nombreux ouvrages écartés de la bibliothèque universitaire comme hétérodoxes ou carrément censurés. Le jeune Weishaupt se distingue déjà comme un esprit libre. Comme son père et son parrain, il enseigne à son tour à Ingolstadt après avoir soutenu son doctorat de droit en 1768. D'abord assistant, il devient professeur en 1772. Et l'année suivante, à l'âge de 25 ans donc, il est nommé titulaire de la chaire de droit canon, non sans susciter la jalousie de nombreux collègues qui crient au favoritisme de la part d'Eichstätt et de son neveu Joseph von Weibach, 1748-1788, professeur à la faculté de droit d'Ingolstadt. Les jésuites, dont la compagnie est alors dans la tourmente, lui sont particulièrement hostiles, et Weishaupt, comme son parrain, le leur rendent bien. L'histoire du fondateur des Illuminaten et de son ordre peut se lire aussi en creux comme celle d'une détestation réciproque. En 1775, Weishaupt devient à son tour doyen à la place du neveu d'Eichstätt, nommé assesseur à la prestigieuse Chambre d'Empire, Reichskammergericht de Wetzlar. Il aime à s'entourer d'étudiants passionnés comme lui et à discuter avec eux non seulement de lectures académiques et savantes, mais de ce qui permettrait d'améliorer la condition de l'homme et le destin de l'humanité. Enthousiasme de la jeunesse d'un esprit sensible, naïveté, sans doute. Mais le jeune professeur est un homme de son temps, de cette période de la fin des Lumières qu'on nomme l'âge sensible, parce qu'il faut écouter ses émotions pour y puiser une force nouvelle et non pas les réfréner. On en a gardé une image. Au XVIIIe siècle, non seulement les hommes pleurent, mais ils ne cachent pas leurs larmes. On a également de nombreux témoignages des discours enflammés que Weishaupt prononce lors des réceptions de nouveaux membres dans l'ordre des Illuminaten ou lors d'élévations de grade. Voici par exemple ce qu'il écrit pour le rituel d'admission à la 3e classe, la plus élevée, celle des mystères, grade de presbytère ou petit prêtre. Unir étroitement distinction et égalité, despotisme et liberté.
se créer soi-même son royaume et ses sujets, prévenir toute trahison et les conséquences inévitables qui en découlent, ne rien faire ex nihilo, prévenir la corruption générale qui divise, répandre par tous les moyens la grâce et la fortune, voilà le chef-d'œuvre de la politique unie à la morale. On ne sait pas grand-chose du projet initial de l'école de l'humanité qu'il entend créer. Mais d'une certaine manière, il marquera toute son action future. Connu au début du XIXe siècle, puis perdu de vue, un fragment de projet de cette école a été retrouvé et publié en 2012. Il n'est pas daté, mais comporte des points très intéressants. Avec le secours de Dieu Tout-Puissant, nous, les sous-signés, avons établi entre nous une alliance solide et indestructible jusqu'à la fin de notre vie, sous le nom d'École de l'Humanité. Sa devise est « Homo sum humani nihil ame alienum puto ». L'alliance est confirmée et scellée par un serment solennel. Le but de cette association est 1. D'unir nos forces pour travailler à ce que chaque membre de notre école puisse obtenir autant de félicité vraie et conforme à la nature humaine et à sa destination, que le temps, le lieu et les autres circonstances le permettent. 2. De faire que l'ensemble du genre humain prenne part à cette félicité. C'est en société que les vertus se manifestent et se renforcent. C'est en société que les valeurs morales doivent s'exprimer et non dans un frileux repli sur soi. Or, parmi les profanes, littéralement ceux qui restent au seuil du temple, profanum, par extension les non-initiés, l'intérêt particulier l'emporte et conduit à l'appropriation du bien public comme à la négation de l'intérêt général. Les membres doivent donc s'engager d'abord vis-à-vis de leurs confrères en se montrant solidaires, en partageant leurs ressources matérielles, en s'engageant à les accueillir s'ils sont dans le besoin, mais aussi en partageant leurs lectures et leurs ressources intellectuelles. Que chaque membre, lors de son admission, fournisse un inventaire complet de sa bibliothèque. À partir de ces registres individuels, le bibliothécaire en charge de cette fonction doit établir un grand catalogue systématique. Cette bibliothèque doit rester ouverte à tous les étudiants, à n'importe quelle heure du jour. Mais surtout, les membres doivent confier sans crainte leurs doutes et leurs faiblesses à leurs pairs. Pour ce faire, l'autocritique et la soumission à la critique doivent être librement consenties et même envisagées comme une chance, celle de s'amender. Chaque étudiant doit tenir un journal où il consigne par écrit ses principales occupations, passe-temps, erreurs, jugements, accroissement de ses connaissances, doutes, curiosités, humeur, etc., dans la langue qu'il souhaite, où et quand il veut. Chaque mois, les membres s'engagent à faire un examen de conscience, un effort d'introspection personnelle, mais aussi public auprès des autres membres. On saisit ici le risque de dérive d'une école où chacun livrerait ses pensées, ses attentes au libre examen des autres et devrait accepter d'être ramené sur le chemin d'une conduite honnête et vertueuse. Les ressorts propres à mettre l'homme moral en mouvement et à l'y maintenir ont perdu une partie de leur élasticité ou pris une mauvaise direction. Toutes les entreprises visant le bien de l'humanité sont engagées avec trop peu d'ardeur et de passion, et par suite, la somme de bonheur dont jouissent réellement les hommes d'une Europe vantée pour sa culture n'est pas aussi grande qu'elle le pourrait et serait même en train de s'amoindrir. Un ancien étudiant issu d'universités protestantes, de Halle et d'Iéna notamment, qu'il désigne par l'initiale H dans des fragments autobiographiques de 1790, discute passionnément avec Weishaupt de l'actualité littéraire, des fraternités universitaires et de la franc-maçonnerie. Mais Weishaupt vise beaucoup plus haut. Quoi qu'il en soit, H est renvoyé de l'université en 1775 et les interventions de Weishaupt en sa faveur n'y changent rien.
Il ne sera donc pas son premier disciple. Il ne rejoindra d'ailleurs jamais le futur ordre des Illuminaten. De ses premières années brouillonnes, on peut retenir la flamme de Weishaupt, sa volonté d'éveiller, d'éclairer l'humanité et son idée que des esprits éduqués et déjà diplômés, ou encore en formation, il hésite entre les deux, doivent être enrôlés en priorité et illuminés. L'ombre menaçante des jésuites. En Allemagne, en effet, les universités tiennent un rôle central dans la formation des élites intellectuelles, mais aussi administratives. Elles enseignent les sciences camérales, les sciences de l'administration et de l'État, mais intègrent aussi dans leur corps professoral nombre des figures majeures de l'Aufklärung, terme désignant en allemand les Lumières. La situation est différente en France, où on trouve plutôt les centres des Lumières dans certaines sociétés savantes et les salons, au sein d'administrations désireuses de réformer l'appareil d'État et de lui donner les moyens d'une transformation jugée vertueuse du royaume, ainsi qu'autour de projets éditoriaux audacieux. Les universités restent pour la plupart en marge de la vie des idées. Dans l'espace germanique, au contraire, elles sont les viviers et les principaux centres des Lumières. Les projets de Weishaupt font donc absolument sens dans le contexte de l'Allemagne des années 1770. Et l'enseignement est pour lui un enjeu prioritaire. Ses cadres et ses étudiants doivent devenir des atouts clés pour illuminer l'humanité. Il n'y a pas de doute, l'arrêt de la culture chez l'individu, aussi bien que dans la société, est le premier pas vers la barbarie. Sur les origines et les développements du projet de Weishaupt, le théologien Johann August von Starck, 1741-1816, est, avec son Histoire de l'illuminatisme, 1797, un informateur et un commentateur précieux, quoique très critique, nous y reviendrons. Concernant l'environnement duquel émerge l'ordre de Weishaupt, il souligne l'importance des sociabilités étudiantes dans les universités allemandes, le droit des étudiants de choisir les cours qu'ils suivent et la volonté de Weishaupt de se créer un auditoire. L'ordre des Illuminés n'était d'abord et quelque temps après qu'un ordre d'étudiants. Weishaupt voulut se faire un parti parmi les jeunes gens pour se procurer des auditeurs, ce qu'il ne pouvait faire par son savoir. De fait, dans le paysage universitaire et confessionnel germanique, Ingolstadt, où enseigne Weishaupt, n'est pas du tout neutre. Elle est au cœur de la très catholique Bavière. Or, au siècle précédent, l'Allemagne a été traumatisée par le conflit majeur qui a embrasé l'Europe de 1618 à 1648, la guerre de 30 ans. La population totale a diminué d'un tiers et peut-être de moitié en Bavière. Dans cet état, le duc a été le porte-étendard de la cause catholique aux côtés des Habsbourg face aux protestants, et notamment à l'électeur palatin auquel il a ravi la dignité électorale. Les princes électeurs élisent l'empereur. La fracture confessionnelle est une donnée essentielle de l'histoire de l'Allemagne moderne et au-delà. Dans la reconquête catholique, entreprise par le duc de Bavière et les impériaux, Ingolstadt a joué un rôle majeur, formant et envoyant des jésuites recatholiciser les terres qu'on refusait de voir durablement gagnées à la Réforme. La ville est donc un symbole de cette histoire douloureuse, mais encore très présente à l'époque de Weishaupt. Pourtant, la donne vient de changer radicalement. Si, au cours du XVIIIe siècle, en pays catholique, des générations d'élèves ont été à leur tour modelées par l'enseignement des jésuites, y compris en France, si l'on songe à Voltaire, la Compagnie de Jésus est attaquée de toutes parts depuis la fin des années 1750. Elle est accusée d'armer le bras des régicides, de l'assassinat d'Henri IV en 1610, à la tentative contre Joseph Ier de Portugal en 1758. L'année 1762 est, pour les jésuites, celle du naufrage, comme l'écrit le père de Neuville, 1693-1774, dans sa correspondance.
Le 6 août, le Parlement de Paris déclare la Compagnie de Jésus inadmissible par nature dans tout État policé et ordonne aux jésuites de renoncer pour toujours au nom, à l'habit, aux vœux, au régime de leur société, d'évacuer les séminaires, les noviciats, les collèges, les maisons professes, sous huitaine. C'est chose faite 2 ans plus tard. Un édit royal de novembre 1764 supprime la compagnie en France, avant qu'un édit de mai 1767 bannisse les jésuites du royaume. Pendant toute la période, la compagnie est l'objet de violentes campagnes d'opinion qui utilisent non seulement les pamphlets, mais aussi les gravures satiriques, comme la Coutume des Jésuites, publiée en 1762. Les serpents enroulés autour de leurs bras les désignent comme des êtres maléfiques. Comptant leurs pièces d'or devant des caisses de marchandises, les jésuites sont à pro-gain. D'après la gravure, les jésuites ont d'autres vices. La flèche et le poignard sur le sol font écho aux accusations de conspiration portées contre eux. La légende dénonce le jésuitisme comme fauteur de troubles et favorisant les régicides. Ils viennent de prouver leur ardeur homicide, en référence à la tentative d'assassinat du roi de Portugal, Joseph Ier, en 1758, dont on les accuse et qui est à l'origine de la première expulsion des jésuites d'un pays catholique. Le pape Clément XIV finit par lâcher la compagnie, dont les membres lui ont fait pourtant historiquement vœu d'allégeance, et par supprimer l'ordre en 1773. Combattre les antilumières à la racine. Il y a donc une place à prendre dans les structures éducatives. Des ordres religieux concurrents et jaloux s'invitent souvent dans les collèges abandonnés par les pères jésuites, alors même que les débats éducatifs font rage. La réflexion, menée aussi bien en Autriche qu'en France, porte sur la nécessité pour l'État de prendre à bras-le-corps les questions éducatives, les matières à enseigner. Il en va de la formation de ces cadres et plus largement des générations futures. Les anciens jésuites doivent trouver les moyens de survivre, soit comme enseignants sécularisés, soit comme précepteurs particuliers. Le plus souvent, ils nourrissent une grande rancœur, estimant avoir été sacrifiés et abandonnés par des souverains jugés trop faibles à des groupes de pression et à une opinion éclairée contre laquelle les plus amers ruminent leur vengeance. En France, Augustin Baruel, futur dénonciateur des Illuminés de Bavière comme ceux qui ont fomenté la Révolution française pour abattre le trône et l'autel, est lui-même un ex-jésuite. S'il renonce au moins temporairement, faute de troupes, à son école pour l'humanité, Weishaupt participe à cette ébullition générale autour des questions qui mêlent l'éducation à la place des églises dans l'ordre social et politique, mais aussi dans la culture et la science, et plus généralement, dans la censure et ce qui est acceptable au sein de la sphère publique ou non. Il s'agit clairement d'un enjeu de civilisation majeur. Il pourrait se réjouir de voir l'édifice ancien chanceler, lui qui déteste ses anciens maîtres, et espérer voir la naissance d'une société régénérée par une éducation engagée dans les combats des Lumières contre l'ignorance et l'obscurantisme. Mais son sentiment est tout autre. Il fait partie des ennemis des jésuites qui considèrent que le péril menaçant d'éteindre les Lumières est encore plus dangereux, car désormais, les anti-lumières vont devoir avancer masqués et dissimuler leurs noirs desseins. Sa lecture est clairement complotiste, et elle sera partagée par nombre d'anti-jésuites à travers toute l'Europe, et notamment en France. Un coup a certes été porté à la compagnie, elle a été condamnée après avoir été accusée d'armer les bras des régicides et d'abuser la confiance des rois qui choisissaient des confesseurs jésuites, mais elle ne sera que plus difficile à combattre maintenant qu'elle est contrainte à la clandestinité. Weishaupt estime même que ceux qui se trament près d'Ingolstadt lui donnent raison et montrent qu'il est clairvoyant quand d'autres se laissent endormir et abuser.
il apprend qu'une société secrète, à la fois mystique et ultra-conservatrice, les Rose-Croix d'Or, un ordre d'inspiration maçonnique mais tourné vers l'alchimie et le mysticisme, qui détourne la notoriété acquise par les frères de la Rose-Croix au XVIIe siècle pour attirer à elle étudiants, savants et hommes d'influence, envisage de s'implanter à Burghausen, en Bavière. Weishaupt raconte: c'est justement en 1776 qu'un officier nommé Ecker, il s'agit de Heinz-Heinrich von Ecker und Eckofen, créa à Burghausen une loge qui versait dans l'alchimie et qui commençait à se répandre fortement. Un membre de cette loge vint à Ingolstadt pour y prêcher et dénicher les meilleurs étudiants. Malheureusement, son choix se porta sur ceux que j'avais repérés. L'idée d'avoir ainsi perdu des jeunes si prometteurs, de les voir en outre contaminés par l'épidémie corruptrice de l'alchimie et d'autres folies du même genre, fut pour moi atroce et insupportable. J'allai prendre conseil auprès d'un jeune homme dans lequel j'avais mis la plus grande confiance. Celui-ci m'incita à user de mon influence sur les étudiants pour contrer autant que possible ce fléau par un moyen efficace, la création d'une société. Il est urgent de réagir. Weishaupt le fait en créant l'ordre des Illuminaten le 1er mai 1776. Il choisit pour nom d'ordre Spartacus. Prennent place à ses côtés Franz Anton von Massenhausen, alias Ajax, Max von Merz, Tiberius, Franz Xaver Joseph Bauhaus, Agathon, et Andreas Sutor, Erasmus Roterodamus, Erasme de Rotterdam. On note que, à ce stade, le fondateur reste très influencé, à la fois consciemment et inconsciemment, par la matrice jésuite. Lui-même devient général de l'ordre, à l'instar des successeurs d'Ignace de Loyola à la tête de la Société de Jésus. Les novices forment une colonie, et Weishaupt reste d'abord un professeur et un mentor. Le premier grade fait même directement écho à un ordre religieux, puisqu'il réunit des novices et l'instruction des membres de la première classe est calquée sur celle des novices et prophètes jésuites. Mais Weishaupt choisit aussi la rupture et le combat, en prenant pour nom d'ordre Spartacus, manifestant ainsi des contradictions fortes qu'on peut voir aussi comme des richesses qui structurent toute la philosophie et l'histoire des Illuminaten. Dans l'idée de Weishaupt, il s'agit clairement de contrer les anti-lumières, de les empêcher de détourner l'humanité des progrès de la science et de l'esprit, en enrôlant dans les nouvelles légions des ténèbres ce qui pourrait au contraire faire leur le combat des Lumières. À la plus grande gloire de Dieu de ses anciens maîtres jésuites, ad maiorem Dei gloriam, l'homme libre, l'esclave qui a brisé ses chaînes, répond par la perfection de l'humanité. D'emblée, l'histoire des Illuminaten paraît non seulement s'inscrire dans la lutte entre lumière et anti-lumière, mais dans une lutte sans merci entre les forces du progrès et de l'éducation comme libération et les forces de l'obscurantisme et du fanatisme. C'est en cela que Weishaupt porte un projet radical. Il faut combattre le mal à la racine et donc gagner la bataille des universités et de l'éducation, sinon la guerre sera perdue. Toujours est-il que certains membres se demandent parfois durablement si Weishaupt n'est pas resté trop proche de la Compagnie de Jésus, alors même qu'il prétend rompre radicalement avec ce qu'elle représente. C'est le cas de Costanzo, marquis de Costanzo, 1738-1800, membre des Illuminaten sous le nom de Diomède. Il s'interroge. Et Ferdinand Maria Bader, 1747-1797, alias Celsus, médecin, académicien et membre de la direction secrète de l'ordre, doit lui ôter un préjugé qui me semble de s'emparer de vous de plus en plus. L'ordre des Illuminaten
n'est ni un commencement ni une continuation de l'ordre jésuitique, dont tous les mystères consistaient en fausse politique, hypocrisie et friponnerie. Dans notre serment, nous nous obligeons de faire commune, c'est-à-dire de communiquer toutes les connaissances, toutes les sciences à tous les hommes, autant qu'il est possible et convenable au vu de l'illustre ordre. Les jésuites, au contraire, tâchaient toujours de posséder seuls des connaissances et de supprimer les sciences, de rendre les gens dévots et hypocrites sans les éclairer. Pour Bader, seul l'ordre des Illuminaten incarne la rupture avec l'ancien régime social et politique. « Je ne vendrai jamais aux rois et à la noblesse, pour le surplus mêlé de la moinerie, ma liberté, pour recevoir la permission de porter l'habit d'un chevalier et des boutons avec une croix. Je sais que l'illustre ordre dont j'ai l'honneur d'être membre depuis si longtemps a aussi plusieurs buts, dont l'un tend à la liberté et à l'égalité des hommes. Mais c'est un but plus digne et qui fait plus d'honneur à l'humanité que le rétablissement d'un ordre éteint des Templiers ou des Jésuites. » Essor et crise de la franc-maçonnerie templière. Comment Weishaupt a-t-il pu être écouté au-delà du petit cercle d'étudiants qui l'entoure et surtout hors des frontières de la catholique Bavière? Pour le comprendre, il faut encore revenir à la guerre de 30 ans qui a si profondément meurtri l'Europe au XVIIe siècle. En pays protestant, on reste non seulement très sensible aux assauts du papisme, mais les vagues de réfugiés huguenots sont un témoignage récurrent des années 1680 aux années 1740 des souffrances vécues par les calvinistes français. C'est alors qu'éclate la crise du crypto-catholicisme. Des princes protestants prêteraient une oreille coupable, voire complice, aux sirènes romaines sous prétexte d'œcuménisme et de dialogue interreligieux. Des voix s'élèvent au sein des Lumières protestantes pour prendre l'affaire très au sérieux. On retrouvera nombre d'entre elles parmi les Illuminaten, notamment autour du libraire et Aufkläreur Christoph Friedrich Nicolai, 1733-1811, alias Lucianus, à Berlin. Une rumeur se diffuse en particulier comme une traînée de poudre. Le roi de Suède, Gustave III, 1746-1792, aurait montré une inquiétante inclination pour le rituel romain après avoir été invité par le pape Pie VI à assister à la messe de Noël 1783 en la basilique Saint-Pierre de Rome à l'occasion de son voyage en Italie. Or, Gustave III n'est pas un souverain de second plan. Certes, la Suède ne joue plus les premiers rôles sur la scène européenne comme elle le faisait dans la première moitié du XVIIe siècle, mais le roi est au centre de l'attention européenne depuis qu'il a profité d'une révolution de palais d'inspiration monarchique en 1772 pour reprendre en main les rênes de l'État abandonné à la haute noblesse et ses différentes factions au cours de l'ère dite de la liberté 1719-1772. Gustave III, qu'on présente comme une figure du despotisme éclairé et comme un enfant des Lumières en raison de la qualité de ses précepteurs et de son attirance supposée pour les idées nouvelles, entreprend une ambitieuse politique réformatrice, supprimant par exemple la censure. Dans ces conditions, si Gustave III, qui devrait être le porte-drapeau du luthéranisme de part et d'autre de la Baltique, chancelle, c'est le fragile édifice confessionnel qui pourrait s'effondrer. Pour les plus inquiets, c'est bien la preuve que Rome n'a jamais renoncé, depuis Christine de Suède, 1626-1689, qui s'est elle-même convertie au catholicisme en 1654, à obtenir la conversion d'un souverain, et plus largement à la reconquête de l'Europe protestante, où l'on revient symboliquement à Ingolstadt, l'ancien bastion et base avancée du jésuitisme en direction de l'Europe centrale et du Nord. La peur d'une subversion papiste connaît notamment une forte résurgence au sein de la franc-maçonnerie, dont les pères fondateurs avaient voulu faire de l'ordre un espace de tolérance et de respect des croyances de l'autre au sein de la sphère chrétienne.
En Allemagne, la franc-maçonnerie est particulièrement implantée depuis les années 1740. Elle a suivi 2 voies de pénétration principales, le négoce et les cours princières. C'est ainsi que la loge Absalom est établie dans le port de Hambourg dès 1737, tandis qu'on allume les feux des premiers ateliers aussi bien à Bayreuth, à la cour du margrave, qu'à Berlin et à Dresde. Les Huguenots du Refuge, ces protestants français qui ont pris les routes de l'exil, sont particulièrement actifs et connectent la maçonnerie allemande, dont le français est la langue de communication et de travail, à ses sœurs européennes. La guerre et les négociations diplomatiques favorisent aussi l'essor de la maçonnerie car elles mettent en valeur son cosmopolitisme affiché et son aspiration à la paix. Des loges se créent donc aussi bien dans les régiments que dans les villes de garnison ou dans des cités comme Francfort-sur-le-Main, où des délégations diplomatiques venues de toute l'Europe discutent de la paix sur le continent et de la succession de l'empereur Charles VI, mort en 1740. En 1780, la franc-maçonnerie en Allemagne compte environ 18 000 membres, réunis en plusieurs centaines de loges. Au-delà de ce bilan comptable flatteur, la franc-maçonnerie allemande est importante car elle est au cœur des rivalités maçonniques franco-britanniques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.